Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut français du Royaume-Uni online. Je suis Benoît Aldévédec, attaché de coopération pour le français, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pierre Pillet, enseignant de français à Charterhouse School dans le Surrey, ainsi que Hélène May du lycée St. Paul Girls' School à Londres, dans le sud-ouest de Londres, qui ont proposé d'animer ce webinaire qui va nous aider, qui va vous aider, qui souhaite vous présenter comment utiliser le débat, l'argumentation et les activités d'éloquence en cours de français langue étrangère au lycée, en tout cas pour les grands adolescents. On verra que ça peut aussi concerner les élèves de collège. Key Stage 4 jusqu'à Key Stage 5 donc. Et donc, lors de cette présentation qui va durer 1 heure, hein, qui devrait nous amener un peu avant 19 heures ce soir. Donc, on réservera un temps pour les questions-réponses à la fin de ce webinaire. J'aimerais au préalable peut-être vous montrer rapidement en partage d'écran des liens utiles euh, où vous pourrez trouver des informations sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard lors du Q&A et à la fin des présentations de Pierre Pillet et d'Hélène May. Tout d'abord, la plateforme IFProf. Vous savez, IFProf, c'est une plateforme collaborative pour les enseignants de français à travers le monde. Il y a un peu plus de 45 000 enseignants aujourd'hui inscrits dans plus d'une centaine de pays. Et au Royaume-Uni, on y publie régulièrement des ressources et des événements, dont nos manifestations pédagogiques telles que le concours des Jeux oratoires lycéennes. Donc, vous y retrouverez toutes les informations, dont l'appel à participation que nous lançons en général au début de la rentrée, vers le mois de septembre, et qui invite les établissements de lycée, les Sixth Forms, à s'inscrire ou à nous contacter pour nous informer de leur souhait de participer aux Jeux d'oratoire lycéennes. Et le deuxième site très, très utile que je vous présenterai plus avant, un peu plus tard, c'est la page YouTube de Francophonie UK. Donc, Francophonie UK, c'est un groupe qui rassemble plusieurs délégations francophones au Royaume-Uni et délégations qui soutiennent l'organisation des Joutes oratoires lycéennes ici au Royaume-Uni, sur lequel vous trouverez une playlist des enregistrements de plusieurs finales ayant eu lieu ici au Royaume-Uni les années passées, ainsi que des phases de qualification de la finale 2021. Donc, ce sont des ressources qui peuvent être très, très utiles également à utiliser en classe pour familiariser vos élèves, pour leur donner envie de participer aux joutes oratoires et surtout de montrer aux élèves qu'on peut être lycéen britannique et débattre à un très haut niveau en français. En tout cas, quel que soit le niveau, de pouvoir débattre en français. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer et de vous encourager à mettre en œuvre dans vos classes. Je crois avoir assez parlé. Je vais laisser la parole de suite à Pierre Pillet. Donc un grand merci à Pierre hein, qui a non seulement à l'origine des joutes oratoires ici au Royaume-Uni, mais également à l'initiative de ce webinaire hein, qui en a fait la proposition. Je vais départager mon écran de suite. Pierre est enseignant de français à Charterhouse School dans le Surrey. Je l'indiquais tout à l'heure, il enseigne le français depuis 23 ans. Et donc, il a initié et développé les joutes oratoires lycéennes ici au Royaume-Uni en français. Et Hélène May, que je présenterai tout à l'heure, a pris la suite de la gouverne du pilotage de ces joutes en lien avec l'Institut et avec le soutien des délégations de Francophonie UK. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Pierre Pillet. Un grand merci et en vous souhaitant à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci Benoît et Hélène de nous rejoindre et merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour ce webinaire sur ce qui est, à mon avis, peut-être l'activité la plus excitante, la plus vraiment stimulante dans une classe de français. Donc, comme Benoît l'a rappelé, j'enseigne le français depuis un petit peu plus de 20 ans au Royaume-Uni sur différents établissements à Londres, à l'extérieur de Londres. Et je dois dire que quel que soit le public, qu'il soit très académique ou un peu moins ou dans la moyenne, tous et toutes ont aimé le débat. Les élèves aiment débattre. Et je voudrais partager avec vous un petit peu de ma passion ici et bien sûr d'expliquer quels sont les avantages que vous pouvez retirer pour vos élèves et pour vous du débat. Alors, un petit historique. Donc, le débat et les compétitions de débat
ont lieu depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années, un petit peu plus. Au Royaume-Uni en particulier, ça avait commencé à Londres. Donc, vous aviez un certain nombre d'écoles qui faisaient, disons, des petits matchs amicaux. Et puis, on est passé au stade supérieur avec une compétition à Londres d'abord, une compétition londonienne. Et puis, est venue l'idée ensuite de passer à une échelle un petit peu supérieure et de passer à une compétition nationale. Et depuis maintenant 2009, elle se tient à l'Institut français à Londres pour la finale nationale et dans des régions, et Hélène May aura l'occasion d'expliquer le fonctionnement si vous souhaitez participer, faire participer vos élèves à ces compétitions. Elle aura l'occasion de vous dire comment le faire et comment y participer. Et puis, dans les régions et dans les classes, partout au Royaume-Uni, il y a eh bien, des enseignants, un peu comme moi, qui aiment le débat. Et j'aimerais partager avec vous quelques idées. Tout d'abord, pour quelle raison? Pourquoi le débat? Quel est l'avantage du débat? Je pense que c'est peut-être l'activité la plus stimulante d'élève à élève, parce que là aussi c'est un format intéressant. Ce n'est pas le prof qui pose la question et l'élève qui répond. Ce sont les élèves qui parlent entre eux. Et en tant que prof de langue, je crois que quand on arrive à un niveau, à un moment magique, ce moment magique où les élèves parlent la langue étrangère, en l'occurrence le français, entre eux et non pas simplement avec vous, c'est qu'on a réussi quelque chose. Et je crois que le débat permet justement, précisément tout cela. C'est une activité indépendante, c'est une activité aussi avec un but. Parce que quand on débat, eh bien, quand on fait du débat, on aime gagner, on aime poser ses arguments et avoir un petit peu, avoir raison. Qui n'aime pas avoir raison? Ils ont tous une opinion à l'âge où nous les enseignons, dans leur âge d'adolescence. Ils ont des opinions très arrêtées sur beaucoup de choses, comme nous le savons. Et il faut en profiter. Ils ont envie de dire des choses. Et si on choisit bien ces titres, on peut générer une parole en langue étrangère entre les élèves de façon assez spontanée, authentique, qui a plusieurs valeurs. Alors, une de ces premiers avantages, enfin, une de ces premières valeurs, je crois que c'est la montée en confiance. Parce que c'est une pratique d'abord qui est stimulante, comme je l'ai dit, parce qu'ils le font entre eux, parce qu'il y a un but qui est un petit peu d'avoir raison sur l'autre, mais aussi c'est une façon de se stimuler et de se mettre en position, je dirais peut-être la position la plus proche de l'examen oral, si on y réfléchit bien. Pourquoi? Parce que il faut écouter l'autre. Donc, de la même façon que vous devez bien écouter la question du professeur le jour de l'examen, il faut répondre et quelquefois, bien sûr, il faut répondre de façon improvisée parce que les questions, on ne les connaît pas toutes. De la même façon, vous ne savez pas à l'avance ce que vos opposants au débat vont dire. Et donc, tout ça concourt à véritablement développer un certain nombre de méthodes, de réflexes, l'écoute attentive, savoir réagir à des propos qui sont tenus, essayer de les contredire, improviser, formuler des questions aussi pour essayer de titiller l'opposition. Bien sûr, il y a s'assurer qu'on ait bien compris de l'autre, parce qu'on veut que ces arguments soient bien compris. Donc, on utilise du bon vocabulaire, des belles structures. Clarifier des points aussi. On peut demander à l'opposition de clarifier ces points. Et bien sûr, il y a la prononciation. Ça, c'est aussi, bien sûr, un élément qui, dans le débat, est essentiel, parce que si vous ne prononcez pas bien, vous n'êtes pas compris. Donc, pour toutes ces raisons, le débat constitue peut-être une activité en classe qui est, je dirais, qui rassemble tout ce que, si on voulait inventer un exercice qui prépare à l'examen oral
dans l'absolu, je crois qu'on serait obligé d'inventer le débat, en fait. C'est peut-être le plus intéressant, le plus près, sans y avoir l'air. Et c'est là tout l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas l'impression toujours de travailler, mais en fait, ils travaillent et ils s'approprient la langue euh, tout en se préparant au débat. Alors, revenons à la classe. Comment on peut, en tant que prof, organiser du débat? Alors, on ne parle pas pour l'instant des compétitions, on parle simplement dans sa classe. Alors, moi, ce que j'ai fait depuis des années avec d'autres collègues et qui marche très bien, c'est tout simplement d'organiser les élèves en pairs et de leur faire débattre contre plusieurs pairs au sein de la classe. Alors, vous pouvez organiser des poules, par exemple, ça marche bien. Vous avez une poule A, une poule B, une poule C. Donc, vous organisez peut-être une poule, mettons, de trois équipes, donc de trois paires dans votre classe, et vous organisez le nombre de poules qui convient selon le nombre d'élèves que vous avez en classe. Et le gagnant de chaque poule, ensuite, va en demi-finale et en finale. Alors, vous pouvez bien sûr faire ça de façon thématique, c'est tout l'avantage. Je donnerai un exemple demain, d'ailleurs j'en fais une et je vais partager avec vous un petit exemple que je prépare pour demain. Alors, la compétition, je trouve elle est un petit peu plus salée si, par exemple, on leur demande de préparer le pour et le contre de l'argument. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez leur donner à l'avance quel côté de la motion ils vont débattre, mais ça peut être intéressant de leur donner, et pour vous, d'un point de vue organisationnel, ça peut être intéressant pour vous de leur demander de préparer les deux côtés. Parce que s'il y en a un absent, par exemple, le jour où vous faites le débat, vous pouvez faire des permutations de paires, ça peut être intéressant. Donc, parlons un petit peu de comment on organise ça. Alors, tout simplement, ce qu'on organise, c'est une série, enfin, trois étapes en fait dans le débat. Vous avez une première étape qui s'appelle les discours. Donc, alors, la longueur du discours varie selon l'âge des participants. Si vous êtes sur des six form, vous pouvez demander ce qu'ils préparent des petits discours de 2 minutes. Si vous êtes sur des élèves de GCSE, des Year 10 par exemple, ou des Year 11, vous réduisez le temps à 1 minute, ce qui est déjà pas mal. Hein. S'ils arrivent à tenir 1 minute, à parler 1 minute sur un sujet, que ce soit le véganisme, le végétarisme, que ce soit pour ou contre les transports en commun, enfin bref, ou la voiture, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà un petit peu comment se structurent les choses. Donc, vous avez le premier orateur d'une paire qui parle pendant 1 minute. Ensuite, ça passe à l'autre côté, à l'opposition. Le premier orateur ou oratrice de l'opposition parle pendant 1 minute, puis ça revient à la proposition pendant 1 minute, et puis on repart sur l'opposition. Ça, c'est les discours. Chacun parle entre 1 à 2 minutes selon le temps que vous choisissez. Ensuite, la deuxième étape, c'est la lutte acharnée, the strife, la lutte acharnée, qui est le moment clé du débat où les élèves critiquent les arguments de l'opposition et poussent des arguments qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de développer dans le discours qu'ils viennent de délivrer. Et donc ça constitue, pour 3 ou 4 minutes, la lutte acharnée. Alors là, c'est une affaire de, disons, comme disent les Anglais, de gentleman's agreement. Hein. On se laisse parler, on écoute, chacun répond, se répond. Et ensuite, pour conclure le débat, vous avez la conclusion qui peut durer généralement 30 secondes, c'est bien pour les Year 10 et les Year 11, jusqu'à 1 minute pour les six form. Et donc après, soit vous êtes, vous, juge, parce que vous le faites, vous tournez dans la classe et vous décidez qui a gagné, qui a perdu, ou alors, ce qui est alors plus intéressant, j'en parlerai plus tard, vous pouvez également vous organiser pour que
un des élèves soit un juge. Donc, si vous avez des nombres impairs, par exemple, dans la classe, ça peut être intéressant. Et certains élèves adorent, en fait, et sont de très bons juges également. Ça peut être une façon de les amener, s'ils sont un petit peu réticents, par exemple, ils peuvent juger dans un premier temps, et puis ensuite devenir participants. Donc voilà un petit peu une petite idée ici sur ça. Alors brièvement, comment on évalue les points, chacun là-dessus a différentes idées, mais j'ai utilisé cette petite grille très simple pendant plusieurs années. Ça marche assez bien pour des petites compétitions internes. Donc 5 points pour une très très belle victoire, 4 pour une victoire, disons, assez convaincante, ou alors une défaite avec panache. 3 points avec une victoire, une petite victoire ou une bonne performance en défaite. Et puis un petit point pour, si jamais, 2 points, pardon, pour allez, une assez bonne défaite. Hélène, vous voulez intervenir? Oui, juste pour dire que moi j'ai adapté la grille, c'est resté les commentaires sont restés les mêmes, mais j'en ai fait une grille sur 10 points parce que pour une grande compétition avec 30 ou 40 équipes, euh, une grille sur 5 points ne permet pas vraiment de différencier, tandis qu'une grille sur 10 points permet nettement plus de faire la différence entre les meilleures équipes et celles qui sont un peu moins bonnes. Oui, absolument. Au niveau national, là, vous avez des candidats qui ont une telle dextérité. C'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir affiner les jugements. Vous avez quand même des équipes qui sont quelquefois très, 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 très proches. Et puis, effectivement, mais bon, voilà, c'est une proposition. Après, effectivement, il est à chacun de l'affiner. Alors, quels sont les critères qu'on utilise? Eh bien, et c'est intéressant d'associer les élèves au jugement parce que, bien sûr, c'est comme Mark Scheme, hein, plus ils savent, ils connaissent les critères d'évaluation, plus là, il y a de chances que la performance soit meilleure. Donc, ce qui compte, c'est la variété, la qualité, la clarté de l'organisation, la qualité des arguments, la spontanéité, la fluidité, hein, cette capacité à parler sans trop regarder ses notes. On reviendra à comment on les prépare dans une minute. La capacité à convaincre, surtout durant la lutte acharnée. Et bien sûr, la qualité du français, peut-être même des références culturelles. Alors, pour le GCSE, c'est beaucoup plus modeste, mais pour le high level, on peut quelquefois s'attendre à ce qu'il fasse peut-être des références culturelles. Et puis, la performance en équipe, parce que c'est un sport d'équipe. Hein, c'est une petite équipe, c'est deux personnes, mais c'est un sport d'équipe. Donc, voilà deux, trois éléments ici. Alors, comment on les prépare? Parce que c'est ça, voilà, je vous ai présenté un petit peu comment je m'y prends pour organiser ces petites compétitions internes, enfin, ou ces activités, cette activité dans la classe. Comment je m'y prends? Alors, je leur demande, je leur dis, bon voilà, il vous faut d'abord parler très clairement en évitant de lire trop vos notes. Donc, vous faites des notes en bullet point, en fait, en petits points, et que vous utilisez vraiment un peu comme un prompteur, sans trop les lire. Et je vais vous montrer un exemple dans quelques minutes. Et vous restez sur le temps qui est imparti. Vous devez vous mesurer votre temps. Donc, généralement, je passe peut-être une leçon en préparation. On fait un petit peu un brainstorming de vocabulaire et on commence à voir les arguments. Je tourne autour, je les aide un petit peu à formuler les choses. Au niveau du contenu, généralement, sur une minute, ils ont le temps de présenter peut-être 3 petits arguments. Si ce sont des six forms, ils peuvent présenter jusqu'à 4 arguments. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et je leur dis, bon, écoutez, essayez un petit peu eh bien, d'apporter un petit peu disons, de valeur ajoutée à votre argumentation en rajoutant des statistiques, en rajoutant des études, en rajoutant peut-être des citations, de manière à donner un petit peu plus de poids à votre parole. Et je leur dis d'essayer également, pour la forme,
alors ça c'est plus pour les sixth form, d'essayer d'un petit peu d'épouser plusieurs styles, essayer d'utiliser un petit peu de questions rhétoriques, un petit peu d'humour, quelquefois même des jeux de mots qui peuvent aussi donner un petit peu de piquant. Et on sait qu'ils aiment jouer avec la langue parce qu'il y a une dimension ludique aussi. Il ne faut pas l'oublier dans le débat. Il faut qu'en classe, ça reste, et même en préparation, si vous souhaitez que vos élèves s'inscrivent à des compétitions régionales, il faut que ça reste ludique. Il y a un élément vraiment de plaisir dans le débat. Et donc, on essaye de les encourager à utiliser différents styles de manière à ce que, disons, ce qu'ils présentent dans leur discours soit, disons, intéressant à écouter et convaincant. Donc, quand l'opposition parle, je leur dis aussi, vous êtes tout à fait en mesure de prendre, bien sûr, des bonnes notes. Les idées ne sont pas que chez soi, elles viennent souvent des autres. Et donc, n'hésitez pas à prendre des notes sur ce que disent l'opposition. Pour ce qui est de la lutte acharnée et la conclusion, je leur dis donc de bien écouter les discours qui sont proposés par l'opposition et ne pas hésiter à poser des questions. Vous avez dit blablabla, vous pourriez donner un exemple, essayer peut-être de mettre en difficulté quelquefois l'opposition. Et Dieu sait qu'ils adorent ça, hein. Trouver des erreurs chez les autres, mettre les copains en difficulté, c'est un plaisir, c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ce qu'ils préfèrent. Et donc, vous avez là un moment où ils adorent poser des questions. Ce qui est intéressant, c'est que ça leur fait, bien sûr, pratiquer les questions, parce que le nombre de fois où c'est nous, professeurs, qui posons des questions, et ils sont souvent très mauvais eux-mêmes à poser des questions. On ne les habitue pas à le faire. Et là, c'est une opportunité pour nous, en tant que profs de langue, de leur faire travailler le questionnement. Poser des questions difficiles à l'opposition en réaction à ce qu'ils ont dit. Donc, pour la conclusion, je leur demande généralement de faire une petite conclusion qui soit, comme on dit en anglais, un short and sweet, hein, donc pas très longue, de ne pas répéter tous les arguments qui ont été proposés auparavant, mais peut-être d'en sélectionner un ou deux qui sont les éléments clés, ou, s'ils le peuvent, plus alors peut-être pour les six formers à ce moment-là, de donner des perspectives, peut-être avec une dimension, allez, on va dire pseudo-philosophique. Hein, ils peuvent poser une petite question rhétorique. Voulons-nous vivre dans un monde avec peut-être une fin un peu grandiloquente? Et ils aiment ça aussi. Ça leur donne un petit peu ça finit avec un petit peu de panache. Ça peut être sympa. Donc, des exemples partagés avec vous ici. Des exemples, par exemple, de titres. Bon, j'en ai mis quelques-uns là pour le GCSE. Donc, pour ou contre l'uniforme, bon, des choses très, très basiques. Hein. Pour ou contre le portable en classe, pour ou contre la restauration rapide. Vous pouvez prendre les thèmes du GCSE et vous pouvez, bien sûr, imaginer vous-même des titres. Les deux titres en gras que j'ai ensuite, ce sont en fait les deux titres que mes élèves et des élèves de la région ici, d'écoles qui veulent participer à une petite compétition de débat en ligne, vont travailler. Le végétarisme va sauver la planète. Bon, ça demande un petit peu plus d'idées, de recherche. Et Instagram détruit la vie des jeunes. Voilà. Donc voilà les deux titres sur lesquels je fais travailler mes Yoten actuellement. Et la compétition est dans un mois et demi. Et donc, il y aura à peu près 4-5 écoles localement qui se sont inscrites à cette compétition interne. Rejoignez-nous si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter, j'en serais ravi. Et pour le high level, bon, évidemment, on a plus de possibilités du fait de leur niveau de langue plus avancé.
Donc, depuis des années, je ne vais pas tous les lister, mais il y a eu le nucléaire, la gestation pour autrui, la GPA, la prison, le véganisme, la liberté, la presse. Et là, je vous ai retrouvé quelques titres dont je me souvenais sur des compétitions soit régionales, soit nationales, que Hélène d'ailleurs va probablement reconnaître pour un certain nombre d'entre elles. On devrait légaliser les drogues douces, par exemple, ou la GPA, l'art et la littérature ou l'art ou la littérature ne sert plus à rien. Les contes de fées sont mauvais pour les enfants. L'intelligence artificielle est une menace pour l'homme. Les hommes et les femmes ne seront jamais égaux. La démocratie n'existe pas. La liberté de la presse est une illusion. Donc voilà des titres sur lesquels on peut vraiment faire des choses intéressantes, particulièrement en sixth form, ou si vous avez des Year 11 qui sont vraiment de bons linguistes, vous pouvez vraiment travailler des choses intéressantes, soit en interne, soit sur des compétitions régionales, comme vous le voulez. Et ce sont, disons, des titres qui vont leur permettre de grandir. Je crois que c'est ça. Au bout du compte, vous les voyez grandir linguistiquement devant vous lorsqu'ils prennent part à des compétitions de débat, lorsqu'ils font du débat en classe avec vous et lorsqu'ils participent à des compétitions. Et l'aspect compétition est vraiment un aspect qui les motive. C'est très, très motivant. Ben voilà, par exemple, j'ai fait un petit peu de brainstorming hier avec une classe de IETEN, bon, pour ou contre la restauration rapide. Voilà des mots comme ça. Là, je leur demandais, allez, donnez-moi des mots, bon marché, choix. Donc, des mots à la fois positifs et négatifs sur la restauration rapide. Donc, ensuite, on a commencé avec des mots comme ça. Et puis ensuite, on a commencé à essayer disons, de trouver des arguments allez, un petit peu plus, vous voyez, qui font à peine une ligne. On est en IETEN, hein, c'est déjà pas trop mal. Ils arrivent à dire des choses qui sont pas trop mal. Je les ai un petit peu aidés, bien sûr. Ils se sont aidés de textes et d'enregistrements que nous avons fait sur le thème. Mais demain, on le fait en classe. Et vous avez des arguments pour et contre. Et je leur demande d'en choisir, allez, 4 ou 5, de les présenter, faire un petit discours avec ça, de donner des exemples. Et puis, eh bien, essayer ensuite de penser à ce que les adversaires vont dire. Imaginer ce que les autres vont dire pour pouvoir justement les contrer. Et puis ensuite d'organiser une petite conclusion. Donc voilà un petit peu en bref sur la préparation. Alors, j'avais une citation ici que je ne retrouve plus d'un ancien élève qui me disait, c'était en 2016, il m'a dit vous savez, après avoir fait du débat, l'oral de GCSE et l'oral de A-Level, c'était un élève de A-Level, c'était vraiment, vraiment du pipi de chat. Il avait vraiment, il m'a dit, c'était son expression, c'était du pipi de chat. C'était vraiment une excellente préparation aux oraux et puis en plus du plaisir qu'ils y ont gagné. Je voulais partager maintenant très brièvement avec vous si vous souhaitez soit participer à un événement régional, et Hélène aura l'occasion de vous en parler, j'organise pour ma part depuis plusieurs années dans les régions où je me trouve une compétition régionale. Et je voulais un petit peu vous montrer un déroulé typique, je ne dis pas que c'est à la lettre, hein, mais un déroulé typique d'une soirée, une fin d'après-midi de compétition, de débat, pour que vous ayez un petit peu une idée de comment que ça se passe. Hein. Donc généralement, c'est après les cours, soit en Zoom, soit en présentiel, ça dépend bien sûr de la situation dans laquelle on se trouve. En ce moment, c'est en Zoom. Vous avez vers un petit peu avant 5 heures, généralement, les gens se rejoignent. On sépare les élèves et les équipes donc en pool. Vous avez un premier stade, une première opération, hein, donc en pool, sur à peu près 1 heure. Donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pendant cette heure, les élèves en pool, donc généralement des poules de 2, 3, quelquefois 4 équipes, se rencontrent et le gagnant de la poule, au bout d'1 heure, rencontre les gagnants des autres poules, tout simplement.
Donc, vous voyez, c'est un événement généralement sur des compétitions régionales qui doit durer à peu près 3 heures. Vous avez... Pierre, Oui, désolé, est-ce que tu souhaitais partager ton écran pour montrer ce déroulé? pardon, oui, Parce que là, en je fait, on est parle toujours sans sur le partager mon PowerPoint. écran. Oui, oui, oui. Bien, merci de me le rappeler, Benoît. Merci de me le rappeler. J'aurais continué à parler comme ça, sans partager. Merci Merci beaucoup. beaucoup. De pas être quoi. Merci de me le rappeler. Je ne sais pas. C'est bon, vous le voyez, celui-là? On le voit très très bien. On a vu tout le reste de l'autre présentation, D'accord. je te Ça me rassure. rassure, ça me rassure. Mais en tout cas, cette nouvelle présentation, on ne la voyait pas. D'accord, merci. Donc voilà un petit peu je m'excuse, donc un format typique. Hein, vous voyez, donc on arrive vers un petit peu avant 5 heures. Voilà, on fait un premier match en poule et puis on continue sur le coup des 6 heures vers une finale. Donc, pour ce qui est de la structure, je vous ai montré ça tout à l'heure. Hein, on est sur du 1 minute de discours pour les YOTEN, 2 minutes pour les élèves plus âgés. Et puis, on échange entre opposition et proposition. 3 à 4 minutes de lutte acharnée. Les critères, on en a parlé tout à l'heure, hein, la variété, la qualité. Bon, après, vous avez un mark scheme que vous pouvez très bien aménager selon vos préférences. Généralement, alors moi, c'est comme ça que je l'organise. Après, chacun a sa façon de le faire, mais donc selon le nombre d'équipes, vous vous retrouvez dans dans une poule de 2, de 3. Alors généralement, on essaye d'organiser des poules de 3. Et donc, vous avez vous avez décidé qui est l'équipe A, B et C, A contre B et C regarde, A contre C et B regarde, et ensuite B, équipe B contre C, et A et spectateur. Ça vous permet d'avoir des petites poules de 3, bon, c'est assez intime comme ça, c'est bien. Ils s'observent, bien sûr, et ils apprennent des autres. Si vous avez une poule de 4, c'est un peu plus compliqué, ça prend un petit peu plus de temps. Mais voilà, bon, un certain nombre de régions opèrent sur ce modèle-là ou d'autres. Hein, généralement, voilà des petites règles. Hein, généralement, on demande à l'orateur de se lever quand c'est en présentiel, lorsqu'il s'adresse au juge, de ne pas interrompre l'opposition, de rester courtois. De ne pas trop regarder ses notes, de ne pas lire en continu. Et puis, vous avez un jury qui sont les professeurs qui ont préparé ces élèves, qui vous rejoignent en Zoom et qui se chargent dans des breakout rooms, en fait, eh bien, de juger les compétiteurs et qui, donc, à la fin de la première heure, généralement, sont en mesure de vous donner un gagnant par poule, et puis ensuite, vous procédez à la demi-finale et à la finale. Et puis, ce que je leur dis, c'est tout simple, c'est que l'important, c'est de participer. À la fin, je peux vous assurer, et Hélène, je suis sûr, me rejoindra, vous avez une atmosphère, quand c'est en présentiel ou même sur Zoom, vous avez une atmosphère qui est incroyable. Et Benoît peut en témoigner également lors de l'étape nationale. Vous avez a buzz in the room, comme on dit, c'est incroyable parce qu'il n'y a rien de plus stimulant pour des jeunes linguistes que de voir d'autres linguistes débattre des mêmes sujets, d'avoir les mêmes envies. Et puis, il y a une envie de la gagne aussi qui est quand même là, hein, il faut le rappeler. Et c'est extrêmement stimulant et vous les voyez grandir linguistiquement devant vous. Et ça, c'est le mot de la fin en ce qui me concerne. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. En effet, l'important, c'est de participer et je rappelle à ce sujet que chaque année, à travers le pays, ce sont près de 200 élèves de lycée, à la fois de Year 12 ou de Year 13, qui participent aux compétitions régionales. Il faut savoir que c'est une compétition qui est organisée localement sous la coordination d'Hélène May, à qui je vais donner la parole juste après, et qu'on a donc réussi à développer à travers plusieurs régions. Eh bien, une participation toujours plus grande à ces joutes oratoires chaque année, avec depuis 2 ans la participation également du Pays de Galles. Et avant donc,
donc, on est très, très content, très heureux, même si c'est une participation qui reste encore modeste, hein. C'est quelques classes du Pays de Galles qui participent. Elles se qualifient pour la finale nationale et elles rentrent en compétition avec d'autres équipes du pays à un très, très haut niveau de français et d'échange et d'argumentation. Donc, on est très heureux de voir cette compétition prendre de l'essor. Même si la Covid, évidemment, n'a pas facilité les choses, le format en ligne a permis de continuer ces échanges et nous a permis de continuer à organiser les finales ces 2 dernières années. Et en tout cas, un très, très grand merci, Pierre, pour toutes ces explications, pour toutes ces informations très, très utiles. On pourra partager également, si tu le souhaites, ton adresse email si des écoles étaient intéressées de rejoindre la compétition dont tu parlais à l'instant, et puis également les quelques éléments de présentation avec les participants pour qu'ils puissent s'approprier toutes ces informations et ces données afin de les aider aussi à mettre en œuvre dans leurs établissements une compétition ou bien de rejoindre une compétition existante s'il y en a une près de chez eux. Avant de donner la parole à Hélène, je voulais justement peut-être montrer un exemple très très rapide de débat parce que j'ai retrouvé une vidéo. Alors, je vais vous montrer ça. C'était lors des finales de 2019. Alors c'est très succinct, hein, mais c'est peut-être juste quelques échantillons d'échanges. Je vais juste vérifier avoir bien partagé le son et l'image. C'est bon pour que vous ayez une représentation de la forme que prend justement cet échange avec le jury et ainsi que le niveau des élèves. Alors, je rappelle que là, on est dans la phase finale nationale, donc il s'agit des meilleurs des meilleurs, des meilleurs parmi les meilleurs. Donc, ne soyez pas non plus intimidés par le niveau de français que vous allez pouvoir entendre. DDF. Ces mesures de sécurité sont exceptionnelles et la corporation n'a jamais expériencé un accident. Et même si vous avez raison. Excusez, permettez. Oui, bien sûr. On a vu déjà des effets. Dire exactement ce qu'il consomme et donc il y aura D'être un changement dans la loi, on doit analyser la situation actuelle et considérer s'il faut changer ou pas. La France est l'un des plus gros... Mais il faut une victoire, il faut un vainqueur, et on a attribué la victoire à Perth. Bravo. Voilà, donc il s'agit d'un exemple, je vous en montrerai d'autres plus tard, après l'intervention d'Hélène. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver des archives aussi des compétitions passées. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Hélène, puisque Hélène May coordonne justement les joutes oratoires. Elle a pris la suite de Pierre pour cette coordination nationale depuis quelques années. On est également très, très heureux de travailler avec toi, Hélène. Donc, je rappelle, Hélène, que tu enseignes au lycée Saint Paul Girls' School à Londres et que donc tu es professeur de français, évidemment, et que tu organises également une compétition locale qui est peut-être la compétition à laquelle participe le plus grand nombre d'étudiants, hein, dans la compétition de Londres Centre, et que tu as donc développé un savoir-faire et que tu es en échange avec différents enseignants de français à travers le pays, à la fois pour rassembler et conseiller les compétitions régionales dans leur déroulé et dans leur préparation avec les éléments notamment que Pierre a commencé à expliquer de façon très didactique et pédagogique tout à l'heure. Donc je vais te laisser la parole, Hélène. Merci à toi pour ton intervention. Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai été infectée par le virus des débats par Pierre il y a déjà de nombreuses années. Et je suis juste en train de brancher mon micro. Et il m'a tellement bien infectée par le virus du débat que, en plus de m'occuper des débats en français, j'ai maintenant aussi repris l'organisation des débats en anglais dans mon établissement. Alors, ce soir, je vais vous parler de la façon dont on peut participer aux Jeux oratoires et puis aussi de la façon dont on peut organiser une compétition soi-même s'il n'existe pas de compétition locale.
Et notre but à tous, certainement à Pierre, Benoît et à moi, c'est de voir cette compétition s'étendre à d'autres régions et au plus grand nombre d'établissements possible. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Alors, donc, actuellement, il existe un certain nombre de compétitions régionales qui, en général, ont lieu tous les ans. Cette année, ça a été bien sûr un peu particulier en raison du Covid-19. Certains établissements ont sans doute eu quelques difficultés ou quelques réticences, et donc on a eu moins de compétitions régionales cette année. Mais j'espère bien que l'année prochaine, nous allons revenir à la situation antérieure et donc avoir des compétitions régionales comme d'habitude. Alors, vous pouvez ici voir un tableau qui résume les compétitions qui existent actuellement. En général, les dates sont connues un petit peu plus tard. Dans mon établissement, notre proviseur adjoint qui s'occupe de ce genre de choses aime bien poser les dates très longtemps à l'avance. Donc, pour les londoniens parmi vous, vous pouvez retenir les dates pour l'année prochaine. Donc, 1er février pour les qualifications et 8 février pour la finale. Comme c'est une grosse compétition avec 30 ou 40 équipes à chaque fois, cette année, nous avions organisé la finale notre finale régionale une semaine après les qualifications et ça a été vraiment un succès. Donc, nous allons reconduire ça l'année prochaine. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous dire où sera organisée la compétition du nord de Londres. Donc, il y a une école qui s'est positionnée, donc j'espère que ce sera confirmé. Donc, les dates, donc le tableau sera rempli, bien sûr, au fur et à mesure quand les établissements commenceront à nous donner leurs dates. Si vous n'êtes pas actuellement sur la liste des établissements contactés par un des organisateurs et que vous souhaitez l'être, c'est une bonne idée de les contacter relativement tôt pendant l'année scolaire, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir des élèves qui veuillent participer, mais comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater la date. Certaines compétitions ont en effet lieu plus tôt que d'autres. La plupart ont lieu aux alentours de février, mais certaines peuvent avoir lieu en novembre, comme très souvent la compétition du nord de Londres. Et d'autres peuvent avoir lieu par étapes, donc sur plusieurs semaines, et même parfois sur 2 trimestres, et donc peuvent commencer relativement tôt dans l'année scolaire. Alors, s'il n'existe pas de compétition dans votre région, bien sûr, il est toujours possible, et même recommandé, d'en organiser une, et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait penser. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, la première étape, c'est probablement de contacter quelques écoles dans votre région pour leur demander si elles seraient potentiellement intéressées. On n'a pas besoin d'avoir un grand nombre d'écoles pour commencer une compétition. Il suffit d'avoir 3 ou 4 établissements. Ça peut suffire pour organiser une petite compétition qui ensuite prendra de l'ampleur au fil des ans. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la compétition de la région de York, qui a commencé il y a quelques années, modestement, et qui est devenue maintenant une grosse compétition. Alors, bien sûr, il faut aussi discuter du projet avec votre équipe de direction et vous mettre d'accord sur une date. L'étape suivante, c'est d'envoyer une lettre d'invitation aux écoles que vous avez contactées et à d'autres d'ailleurs. Alors, c'est une bonne idée de, je veux dire, ratisser large, c'est-à-dire d'envoyer la lettre à un grand nombre d'établissements
vous avez plus de chances d'attirer un bon nombre d'écoles si vous envoyez la lettre, bien sûr, à un plus grand nombre d'établissements. Si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas de contact dans l'établissement, il est très facile de s'adresser de passer par l'email général de l'école en demandant que le message soit envoyé au chef du département de langue. Ça marche très bien. Et une bonne idée, c'est d'inclure dans la lettre d'invitation un coupon réponse électronique. Donc, il y a beaucoup de possibilités qu'on peut trouver en ligne, Google Forms par exemple. Ça marche très bien et ça vous épargne beaucoup de travail par la suite parce que toutes les informations seront concentrées automatiquement sur le même document. Alors ensuite, il faut bien sûr choisir quelques motions. On en reparlera dans un instant. Recruter des juges. Donc, si c'est une compétition de petite taille, les profs peuvent s'en occuper, bien sûr. J'ai constaté au fil des ans que parfois, certains profs étaient un petit peu réticents, en particulier s'ils n'ont jamais participé à ce genre de choses auparavant. Donc, parfois, il faut un peu les encourager. Et c'est aussi une bonne idée d'essayer de recruter quelques juges en dehors des établissements participants. Donc, ça peut garantir une plus grande impartialité. Et puis, ça peut permettre aussi aux professeurs qui accompagnent leurs élèves d'écouter leurs élèves. Et beaucoup d'entre eux aiment bien écouter leurs élèves plutôt que ceux des autres. Ça se comprend aussi, même si en tant qu'organisatrice, j'apprécie énormément que les établissements, que les profs des établissements participants participent au jury. Alors, il est important aussi, bien sûr, d'enregistrer les informations qui vous arrivent au fur et à mesure pour être sûr de n'oublier personne. Et je dois dire que même après de nombreuses années et en pensant être bien organisée, cette année, j'ai failli oublier une école et j'ai réussi à récupérer la situation au dernier moment en ayant pourtant pris beaucoup de précautions. Donc, c'est toujours une bonne idée de faire très attention quand on rassemble les informations sur les établissements participants. Alors, c'est aussi bien sûr nécessaire de demander aux établissements participants de vous fournir une liste exacte des personnes qui seront présentes le jour même. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important ces dernières années, simplement pour des questions comme tout ce qu'on appelle safeguarding, mais en particulier aussi si c'est en présentiel, en cas d'évacuation incendie, et puis tout simplement aussi pour s'assurer que les élèves participants sont encadrés et qu'il n'y ait pas non plus de personnes étrangères à l'établissement qui s'introduisent dans l'établissement au prétexte de la compétition. Alors, il faut organiser les poules. Pierre vous en a parlé. Je vais vous montrer aussi quelques exemples d'organisation. On peut aussi produire un certificat ou un petit diplôme à présenter aux gagnants ou aux finalistes. Ils aiment beaucoup ça en général. Ils sont très contents de pouvoir rentrer à la maison avec un beau papier à présenter. Et puis, donc si vous organisez une compétition régionale, faites-le nous savoir donc, à l'Institut, à moi aussi, pour que vous soyez inclus dans la finale nationale. Alors, cette année, l'année dernière, mais un peu, et cette année, nous sommes passés au format en ligne. Et je dois dire que ça marche très bien. Donc, il ne faut pas avoir d'appréhension à ce sujet. Les breakout rooms marchent
marche aussi bien que des salles normales. Si vous passez par Zoom, il y a maintenant la fonction qui permet aux participants de rejoindre par eux-mêmes la salle où ils doivent aller, ce qui gagne beaucoup de temps. Voilà, pour des régions où les établissements sont éloignés les uns des autres, ou bien où les transports en commun ne sont pas très pratiques ou pas très fréquents, le format en ligne, c'est vraiment une bonne formule. Personnellement, j'ai été conquise. Et l'année prochaine, j'espère que nous, pour le Centre de Londres, nous pourrons faire les phases de qualification en présentiel, mais la finale régionale en ligne, ce qui évite un deuxième déplacement aux établissements. Alors, bien sûr, quand on organise la compétition en ligne, il faut faire attention à certaines choses. À nouveau, donc, la protection des données personnelles et tout ce qui concerne la sécurité en ligne. Et il faut bien expliquer les règles de ce point de vue-là aux écoles participantes et aux jeunes qui vont débattre. Mais bon, maintenant, on peut considérer que la plupart des établissements sont vraiment, connaissent bien ce genre de choses et donc ça ne pose pas de problème. Alors, si vous pensez éventuellement à organiser une compétition régionale et que vous voulez discuter du projet ou que vous voulez plus d'informations ou que vous voulez des documents, par exemple des exemples de lettres d'invitation ou de déroulé de la soirée, etc., je peux mettre tous ces documents à votre disposition. Et puis, si c'est en ligne, je peux aussi venir juger. C'est ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir en février à Perth. Et c'était très agréable d'entendre des élèves différents dans un cadre différent. Alors, Pierre vous a déjà un peu parlé de l'organisation des poules. Donc, ici, je vais vous montrer un certain nombre de poules différentes parce que ça dépend bien sûr du nombre de participants. Donc, j'ai trouvé que le plus simple pour ne pas être prise au dépourvu le jour J si des écoles se désistent, par exemple, c'est d'avoir tout ça déjà prêt avec qui débat contre qui et dans quelle salle. Pour une compétition un peu plus large, on va dire qu'une dizaine d'équipes, c'est une bonne idée de préparer aussi les salles à l'avance. Alors, moi, je travaille souvent avec des poules de 6, par exemple. Je trouve que ça marche bien. Dans 3 salles contiguës ou proches les unes des autres. Donc, avoir organisé ça de cette façon, ça permet que chaque équipe débatte chaque motion une fois, plutôt que 3 fois la même, par exemple. Que chaque équipe rencontre aussi une équipe différente pour chaque débat. Et aussi que chaque équipe soit vue par les différents membres du jury de chaque salle à l'intérieur de la poule. Ce qui garantit une bonne objectivité ou une meilleure objectivité que si ça n'était pas le cas. Alors, Pierre vous a un peu parlé des motions, donc je ne vais pas m'attarder sur la question. Simplement, donc, si vous choisissez 3 motions, par exemple, pour les phases de qualification, c'est préférable de les choisir dans des domaines différents qui peuvent être très variés. Et pour une finale ou une demi-finale où les élèves ont juste 15 ou 20 minutes de préparation, c'est préférable de choisir une motion un peu plus large. Tandis que pour les phases de qualification, la motion peut être spécifique. Donc, je vous ai mis ici quelques autres exemples de motions qui ont été utilisées ces dernières années, qui peuvent être parfois vraiment très spécifiques. Par exemple, il y a quelques années, j'avais donné, donc, il faut empêcher la signature du traité transatlantique de libre-échange. Ça avait très bien marché. Ça demandait quelques recherches, mais les élèves s'étaient vraiment pris au jeu.
Pour une demi-finale ou une finale, donc, on choisit une motion de préférence plus générale qui ne demande pas vraiment de connaissances spécifiques et qu'on puisse préparer en 15 ou 20 minutes. Donc, des exemples de motions qui ont très bien marché et que Pierre va reconnaître aussi. On doit pouvoir rire de tout. La liberté est une illusion. L'université devrait être gratuite. Donc, des motions sur lesquelles les jeunes ont en général beaucoup de choses à dire. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je peux finir là-dessus. Simplement, je ferai écho à Pierre en disant que quand on organise une compétition, que ce soit en ligne ou en présentiel, l'ambiance dans la salle est extraordinaire. Donc, il y a une intensité, une animation qu'il faut vraiment vivre pour la comprendre. On sent les vibrations positives dans la salle. L'émulation entre les élèves est incroyable, leur envie de gagner est incroyable, et on arrive à tirer des performances extraordinaires d'élèves qui se révèlent à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui bénéficie aussi bien aux meilleurs élèves, qui ont déjà un très bon niveau de français, qu'à des élèves beaucoup plus timides, qui peuvent vraiment se révéler à ce moment-là. Et tous, mais alors vraiment tous sans exception, sortent de l'événement en disant qu'ils ont passé une excellente soirée et qu'en plus, ils se sentent maintenant en confiance pour les examens. Et c'est vrai de dire qu'en une soirée de débat, ils ont sans doute accumulé plus de pratiques orales que peut-être en plusieurs semaines de cours. Donc, c'est vraiment, vraiment un événement ou une activité qu'on peut recommander à tous les élèves. Merci. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation et ce témoignage. Et également ce rappel sur l'importance de l'exercice dans sa capacité à renforcer la confiance en soi, sur l'exercice qui paraît simple mais qui est extrêmement difficile de prendre la parole, la prise de parole, qui nécessite de passer une étape. Hein. C'est quand même un effort, ça peut être aussi vécu difficilement par certains élèves. Et en même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement formateur et qui leur servira, au-delà de la langue française, toute la vie toute dans leur réalité personnelle comme professionnelle. Donc il y a un exercice pédagogique, il y a un exercice linguistique, il y a un exercice pédagogique également plus large et éducatif qui a des bénéfices évidemment bien au-delà du cours de langue. En tout cas, qui est général et extrêmement formateur. Et bien sûr, un autre aspect qui a été évoqué tout au long de vos deux présentations, c'était cet aspect extrêmement formateur sur la citoyenneté, sur cette capacité à participer de la démocratie, du débat général, du débat de société, et donc pouvoir participer à ce débat à travers un exercice, à travers une compétition, sans même ne l'envisager que sous l'angle de la compétition, bien sûr, mais l'envisager simplement dans cet aspect participatif de la société et du débat citoyen plus largement, ainsi que des grands thèmes qui parcourent notre actualité. Et Dieu sait qu'elle est riche dans tous ces aspects, qu'il s'agisse de la santé, des relations entre les pays, de la tolérance, de l'identité. En fait, on a là en fait un véritable tremplin, un forum, tout simplement, qui permet aux élèves de s'exprimer sur des sujets pour lesquels ils peuvent être très, très sensibles. Merci beaucoup, en tout cas, Hélène et Pierre. Avant d'ouvrir la session de questions-réponses, je vais juste vraiment très, très, très brièvement, afin de laisser la place aussi à nos auditeurs, je voulais vous montrer quelques ressources complémentaires qui peuvent... alors, attendez, je partage le bon écran, qui peuvent vous aider aussi à préparer
une participation de vos élèves aux joutes qui peuvent vous aider aussi à introduire progressivement des contenus pédagogiques d'apprentissage du français qui sont liés au travail de l'argumentation, qui peuvent aussi vous donner des éléments riches culturellement et linguistiquement. Donc, tout à l'heure, je parlais de IF Prof, qui est la page sur laquelle on annonce les événements des joutes. On partagera bien sûr les éléments que vous ont présenté Pierre et Hélène, notamment les adresses contacts. On mettra aussi l'adresse contact de l'Institut français afin que vous puissiez avoir un point relais, puisqu'on travaille un petit peu tous ensemble dans l'organisation de ces joutes, même si elles sont coordonnées par Hélène. On intervient très rapidement également à l'Institut afin de monter cet événement national dans le cadre de la finale qui a lieu traditionnellement au mois de mars, lors du mois de la francophonie. La chaîne Francophonie UK dont je vous parlais, qui recense plusieurs playlists, dont la playlist des joutes oratoires lycéennes, où on a plusieurs finales que vous pourrez regarder afin de voir des exemples de matchs d'équipes finalistes. On a commencé également à mettre en ligne, puisque le format en fait en ligne nous a permis d'enregistrer plusieurs matchs de qualification, donc d'équipes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas réussi à se positionner pour les 4e, 3e, 2e et première place, mais qui sont tout de même arrivés à cette dernière manche de qualification, donc en ligne, avec déjà plusieurs exemples de débats qu'on a mis à votre disposition sur la page Francophonie UK. On partagera encore une fois tous les liens. Et puis, simplement, si vous retournez sur IFProf, lorsque vous tapez, par exemple, dans le moteur de recherche joute, vous aurez accès à tout un tas d'autres ressources, hein, d'autres pays, d'enseignants de français à travers le monde, qui mettent en place également des activités autour des joutes oratoires, pas forcément avec le format qui est en vigueur ici au Royaume-Uni dans le cadre des joutes oratoires lycéennes nationales, mais qui, en tout cas, s'en approchent, puisqu'elles ont trait à l'argumentation en français, à l'exercice d'éloquence en français, et ceci à tous les niveaux, hein, de maîtrise ou d'apprentissage de la langue française, et notamment dans un contexte d'enseignement du français langue étrangère. Donc ça peut être aussi très instructif et inspirant de regarder, de chercher des ressources qui sont proposées par les enseignants ailleurs, les enseignants de français ailleurs dans le monde. Une autre piste de ressources, c'est évidemment TV5 Monde. Là, quand vous tapez, alors là, pour vous expliquer, hein, sur le site de TV5, simplement tv5monde.com, vous allez sur la partie langue française, hein, pour vous expliquer le parcours, c'est pas sorcier. Enseigner le français, voilà. Ensuite, lorsque vous êtes sur enseigner le français, vous avez une barre de recherche ici, parce que là, vous tombez sur toutes les ressources. Mais nous, ce qui nous intéresse, alors oui, par exemple, j'avais mis débat. Et débat, je crois qu'il n'y avait aucune fiche pédagogique qui contenait exactement le mot débat. En revanche, il me propose débattre comme compétence. Donc, il y a des filtres qui apparaissent. Et donc là, j'attends que le résultat s'affiche à l'écran. Là, vous allez avoir accès à toute une série de ressources pédagogiques, donc de vidéos assorties de fiches pédagogiques qui vous font travailler, qui vont faire travailler vos élèves à l'exercice du débat en français. Donc là, vous voyez, elles sont catégorisées en niveaux, donc niveau B2. Lorsqu'on travaille l'argumentation en FLE, on le fait dès le niveau B1. On est sur du niveau B1, B2 et évidemment au-delà, hein, C1 et C2 plus encore. Mais là, vous allez trouver tout un tas de ressources qui sont calibrées donc plutôt autour du niveau B2 et même DC1, comme je le disais, et qui proposent des exercices de travail de l'argumentation, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et qui sont donc qui s'appuient sur des ressources audiovisuelles gratuitement accessibles sur TV5. Donc encore une ressource que je vous invite à consulter. L'Université de Lille propose également une plateforme. Là, il s'agit d'un travail davantage à l'écrit, mais sur le travail de l'argumentation en français, qui peut être intéressant de travailler. Elle s'est prévue justement dans le cadre de l'enseignement du français langue étrangère, hein. Donc elle n'est pas destinée à des élèves francophones. Elle est conçue
pour pouvoir vous aider à enseigner les techniques d'argumentation, la rhétorique, la structuration de l'argumentation en français dans un cadre d'enseignement du français langue étrangère. Donc, c'est une ressource davantage axée sur le texte, mais qui peut compléter utilement toute la préparation ou le travail d'enseignement du français en marge d'un travail d'exercice plus à l'oral. En termes de ressources cinématographiques et authentiques, vous avez la plateforme IF Cinéma que j'aime bien présenter un petit peu à chaque occasion, qui est gratuitement accessible à tous à travers le monde, et notamment pour les enseignants, et qui vous permet en fait d'avoir accès à toute une série de films pour pouvoir les visionner en classe et avoir les droits de diffusion dans l'exercice, dans le cadre de l'exercice pédagogique. Vous avez un film qui est très très bien qui s'appelle Le Brio, un film d'Yvan Attal avec Daniel Auteuil et qui parle justement d'une jeune élève qui souhaite devenir avocate et qui va donc devoir, alors j'ai pas le temps, on a pris un petit peu il est déjà 19h08, donc je ne vais pas abuser du temps de chacun, mais je vous invite à regarder la bande-annonce. Ce qui est intéressant sur IF Cinéma, c'est que vous avez à la fois accès au film, donc au fichier qui peut être diffusé dans le cadre de la classe, et également à un kit pédagogique que vous pouvez télécharger dans l'intégralité qui propose des activités pour la classe autour du film. Donc là, simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce dossier pédagogique, il est disponible en anglais et en français. Donc vous avez une fiche technique, vous avez des fiches élèves, des fiches professeurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous connaissez très bien comment fonctionnent les fiches pédagogiques. En tout cas, elle vous offre du matériel que vous pouvez exploiter directement en salle de classe et qui vous permet d'amener en classe à différents moments de l'année la thématique du débat et de l'échange, tout en vous appuyant sur des ressources authentiques culturelles françaises. Donc c'est très très bien fait. Il y a tout un exercice aussi sur la rhétorique qui est très très bien. Un autre film que je vous conseille de montrer à vos élèves, c'est le film À voix haute, Speak Up, qui a été traduit en français. Il est traditionnellement Je suis là pour vous préparer. il était disponible sur la plateforme IF Cinéma, il ne l'est pas à ce moment, mais je vous encourage à le montrer si vous en avez l'occasion. Donc Speak Up à voix haute, c'est un film documentaire qui retrace le projet pédagogique Eloquentia, qui vise justement à promouvoir et à démocratiser l'exercice d'éloquence dans le domaine éducatif pour les élèves de collège et de lycée, ainsi qu'à l'université, quelle que soit leur origine, quels que soient les quartiers, et qui vise vraiment à redonner confiance aux jeunes à travers la prise de parole à l'oral et l'argumentation. Donc là, je vous ai mis le site eloquentia.world et je vous invite, c'est aussi l'occasion de travailler sur la société française au-delà de l'exercice de débat. C'est une façon de travailler sur un projet social et pédagogique et éducatif qui a lieu en ce moment en France et qui a fait l'objet d'un film auquel ont participé d'ailleurs plusieurs personnalités du monde du cinéma. Et ce documentaire fait lui-même l'objet de fiches pédagogiques, donc vous pouvez l'exploiter en salle de classe et vous retrouverez toutes ces ressources, bien évidemment, dans le lien ou dans le message que je vous partagerai suite à ce webinaire d'ici la fin de semaine. Donc, un documentaire, un film, des ressources pédagogiques, plusieurs raisons d'introduire à différents stades le débat via le cinéma aussi en salle de classe. Et j'en parlerai peut-être brièvement. Vous avez les diplômes de français, le DELF, le DELF qui permet d'aller jusqu'au niveau B2 et ensuite le DALF niveau C1, C2. C'est peut-être un peu difficile pour des élèves de lycée ici, mais enfin déjà, si vous arrivez à les préparer au DELF niveau B1 et pourquoi pas le niveau B2 pour les élèves de A-Level, c'est une belle reconnaissance de leur niveau acquis en français, au-delà des examens nationaux évidemment britanniques. Et là, je vous invite à nous contacter si vous souhaitez aider vos élèves à les préparer à ces examens, puisque ces examens ont aussi parmi les compétences évaluées l'argumentation. Et c'est une bonne façon de les y préparer si vous souhaitez participer également aux Jeux oratoires. Et d'ailleurs, très rapidement… On peut me permettre, Benoît, de rebondir sur ce que vous… Désolé de vous interrompre, mais j'ai eu, simplement pour la petite histoire, à propos du DELF, nous avons dans l'école dans laquelle j'étais précédemment,
proposé le DELF aux élèves de première et de terminale, et ça a eu un succès absolument fou. Nous avons, lors de ma dernière année, nous avions 15 élèves qui passaient le DELF B1 et nous en avions 14 qui passaient le DELF B2, en plus de faire le A-Level. Donc, c'était vraiment un succès absolu puisqu'ils sont complètement complémentaires. On travaille des compétences complètement différentes du A-Level. Donc, ça peut se faire et c'était très, très, très bien fait avec une équipe à l'Institut, avec Axel Oxborough qui fait ça, qui gère ça magnifiquement. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre, pour ce témoignage. Donc, en effet, notre collègue Axel Oxborough, dont vous voyez l'adresse email ici, et que je pourrais repartager également avec vous parmi les ressources que l'on partagera après ce webinaire, et qui coordonne la gestion des examens DELF à travers le pays, et qui pourra vous aiguiller également dans la préparation de cet examen avec l'équipe de l'Institut. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais inviter, puisqu'on a encore quelques minutes, pour ceux qui souhaitent rester avec nous, eh bien inviter les personnes qui auraient des questions à prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, à réagir en levant la main si vous le souhaitez, en tout cas à ouvrir votre micro et à poser votre question, soit à Pierre, soit à Hélène ou à moi. Si vous en avez, on est ravis de pouvoir y répondre. Ne soyez pas timide. Bonsoir à tous et à toutes. C'est vraiment intéressant. Je vous remercie tous. Je voulais poser une question tout simplement puisque j'ai des élèves dont un ou les deux parents sont français. Donc, je voulais savoir s'il y a des limites ou bien des restrictions qui ne les permettraient pas à participer aux joutes oratoires. Donc, à la maison, ils parlent le gallois, l'anglais, et puis parfois le français ou bien l'allemand. Donc, c'est un mélange vraiment linguistique, mais je ne voulais pas les démotiver, disons. Merci. Hélène, vas-y. Oui, donc, alors bien sûr, c'est toujours un petit peu difficile de savoir, de déterminer si quelqu'un est bilingue, semi-bilingue, etc. Donc, la règle générale, c'est que pour que tout le monde soit à égalité, les élèves qui sont d'origine française ne sont pas autorisés à participer, de même que les élèves qui ont séjourné en France, qui ont vécu en France, ou qui sont allés, par exemple, au lycée français ou dans un établissement scolaire français. Alors, cela dit, parfois, c'est à la discrétion du prof, parce qu'on peut très bien avoir des élèves qui ont effectivement un parent français, mais qui ne parlent pas du tout français à la maison, on parle gallois. qui ne sont vraiment pas meilleurs que leurs camarades, qui font aussi des fautes de français, etc. Donc, là, il y a la règle générale et puis ensuite l'appréciation de chacun, en sachant qu'on évite simplement de faire participer des élèves qui auraient un avantage naturel, on va dire, par rapport à leurs camarades britanniques. Oui, d'accord. Bonjour, merci. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et votre caméra pour poser vos questions. Nous sommes à votre disposition. Peut-être une question à l'ensemble du groupe. Est-ce que parmi les participants, certains d'entre vous ont déjà pris part à une compétition régionale? Est-ce que vous en avez eu le projet, mais vous avez dû faire face à des difficultés, ou est-ce que c'est un projet auquel vous souhaiteriez participer dès septembre prochain? On a une main levée, je crois, de Céleste Robillard. Alors, Céleste, je pense que vous pouvez ouvrir votre micro, hein. Ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour.
Oui, effectivement, en fait, c'est ma première année de prof, vraiment, vu que je faisais mon PGC l'année dernière. Mais quand j'étais assistante, j'étais dans une école, c'était près du Somerset. Et du coup, j'avais participé avec 2 élèves de Sixth Form à la compétition à Marlborough College, la grande école qui est à Marlborough. Et c'était vraiment formidable. J'avais adoré accompagner mes deux élèves là-bas et c'était vraiment une super expérience. Et donc maintenant, je travaille dans une école à Wokingham où je fais actuellement mon NQT et voilà, je vais rester. Et du coup, on a un certain nombre d'élèves en Year 12. Cette année, on en a 8, ce qui est plutôt bien pour nous à notre niveau. Et il y a en particulier 2 élèves que je verrais bien participer à cette compétition. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est assez loin, celle qui est dans le Surrey, et après, il faut aller dans Londres. Du coup, c'est un peu compliqué pour nous. Du coup, j'aimerais bien essayer de convaincre mon école d'organiser ça parce que je pense que c'est aussi bien pour mon école de promouvoir les langues et de montrer qu'on peut faire des choses fun, des choses intéressantes, des choses qui peuvent apporter des compétences à nos élèves, surtout que l'élève en particulier, il voudrait intégrer Oxford, je crois. Donc, je pense que ce sera un atout pour lui de dire qu'il a participé et peut-être gagné cette compétition. Du coup, voilà. Donc, j'ai bien écouté tous vos conseils et je pense que je vais en parler activement à mon chef de département et voir si on peut contacter des écoles autour de chez nous parce qu'il y a beaucoup d'écoles près de Reading etc. Donc, j'espère que ça va le faire. Je vous le souhaite et si vous avez besoin d'en parler un peu plus tard quand vous en serez au stade de l'organisation, n'hésitez pas à prendre contact. Merci beaucoup. Exactement, on est là pour vous aider, Céleste, et encore bravo pour votre travail, cette initiative. Vous avez commencé oui, comme assistante et vous étiez boursière LTTS, je crois, non? Exactement. Oui, c'est ça. D'ici, donc bourse du DFI à laquelle l'Institut participe également. Donc bravo pour votre engagement et tout votre travail. Et on souhaite en effet qu'une compétition puisse se créer dans votre localité. Merci Céleste. Merci. Alors les questions. Il y a une autre question, Benoît, de Nat, je crois. Ah, très bien. Alors, Nat, voilà, vous pouvez prendre la parole. On vous écoute. Oui. Bonsoir. Merci pour toutes ces informations qui étaient, elles étaient très intéressantes et surtout que on cherche tous à un petit peu motiver nos élèves et avoir une compétition comme ça, c'est très positif. Mais j'aurais aimé vous demander au niveau technique, à votre avis, il faut combien de temps pour préparer les élèves à ces joutes oratoires? Alors, je ne sais pas, par expérience, je ne sais pas si Hélène me rejoindra sur la durée, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que dès que vous avez connaissance des dates à laquelle la compétition aura lieu, ce qui est intéressant, c'est de commencer, je dirais doucement, et c'est souvent la fréquence, plutôt que d'essayer de faire une poussée vers la fin, c'est d'essayer de faire une petite session par semaine pendant un petit moment. Et puis, par exemple, pour des compétitions en février, j'ai tendance à commencer, fin novembre, je commence à les voir un petit peu, faire 1 ou 2 sessions, un petit peu avant les vacances de Noël. Et puis après, je les revois un petit peu en janvier, comme ça, 20 minutes, voir un petit peu, suivre un petit peu leur progression sur une période. Et puis leur donner un petit peu des objectifs, leur dire tiens, allez, ça serait bien d'avoir fait le pour cette partie-ci, pour aller dans 2 semaines. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas, sur plusieurs semaines, d'étaler ça un petit peu, ce qui est souvent possible parce que vous avez connaissance des dates généralement autour de mi-octobre, les choses commencent à se dessiner fin octobre. Et les compétitions ont souvent lieu, à part exception, elles ont souvent lieu fin janvier, début février. Hélène me confirmera ou infirmera, je ne sais pas, mais généralement, c'est à peu près ça.
Donc, ça vous laisse quelques semaines et c'est bien de le faire tout doucement. Sur 5-6 sessions, ils font un petit peu de progrès et puis vous les aidez, vous regardez un peu ce qu'ils font. Oui, 6, 7, 8 sessions peut-être dans le temps. Oui, je serais d'accord avec Pierre. J'essaye aussi de leur donner les sujets, on va dire, courant novembre pour une compétition en début février. Et j'essaie toujours de donner à mes élèves des articles à lire pendant les vacances de Noël, de façon à ce parce qu'ils ont un peu plus de temps tout simplement. Cela dit, si vous avez moins de temps, c'est possible de le faire aussi dans des délais beaucoup plus brefs. Et cette année, par exemple, ne me demandez pas pourquoi, mais on a vraiment commencé à préparer au mois de janvier pour une compétition en février. D'accord, merci beaucoup. Oui, et on partagera également le document que tu as montré, Hélène, avec les compétitions et les contacts des compétitions régionales. Sachant qu'il y en a peut-être une ou deux dans le lot qui ont lieu en novembre, mais il s'agit vraiment d'exceptions, hein. La majeure partie des compétitions ont lieu plutôt en février, en effet, comme cela a été indiqué. Très bien. Je pense qu'on arrive, il est déjà 19h23. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc proposer que nous terminions ce webinaire en remerciant infiniment à nouveau Pierre Pillet et Hélène May pour leur présentation très très riche, en les remerciant également pour leur engagement pour la langue française ici au Royaume-Uni. Et donc de défendre l'éloquence et le débat en français. N'hésitez pas à réagir, vous pouvez allumer vos caméras ou en tout cas vos micros ou réagir en tapant dans les mains par les émoticônes, par les emojis. Voilà, en tout cas, bravo à vous et merci encore pour votre engagement. On est ravis de vous avoir aux côtés de la langue française au Royaume-Uni et bravo également à tous les participants, aux enseignants de français qui nous ont rejoints ce soir pour leur motivation et également pour leur engagement après les cours, d'avoir bien voulu suivre cette formation en ligne. Les contenus seront disponibles, nous les partagerons dans les prochains jours, comme je le disais, via IFProf. Vous recevrez un email avec l'accès à ces documents et ces ressources. Un grand merci à toutes et à tous, en vous souhaitant une belle soirée et donc à très bientôt avec l'Institut français et les joutes oratoires lycéennes au Royaume-Uni. Merci. Et merci à vous, Benoît. Merci. Merci, Hélène. Merci encore. Merci aussi à toute l'équipe du groupe de la francophonie qui soutient les joutes depuis plusieurs années avec beaucoup d'enthousiasme et vraiment sans faille. Merci bien, merci pour eux, Hélène. Et donc, très belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.